Le 28 mars 1936 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La vie future, Things to Come. Notons que ce film avait également fait l'objet d'une critique parue dans l'Action française datée du 27 mars 1936, mais nous écoutons celle parue dans Je suis partout, texte intégral. Dans tous les domaines de l'esprit et de l'action, il y a les grands noms, puis les gros, qui ne seront jamais que d'énormes ballons de baudruche dont le bon peuple s'émerveille puérilement. Herbert George Wells n'est qu'un gros nom. Il rappelle notre Hugo pour le pire côté. La pseudo-philosophie avec tous les dons oratoires et visuels en moins. C'est un produit du pacifisme et du travaillisme puritain de l'Angleterre, comme Hugo fut le trombone de la France laïque et maçonnique. Il a débuté dans la vie comme calicot, puis comme sous-maître d'école. On peut reconnaître une certaine force d'invention à ses premiers livres. La machine à explorer le temps, L'homme invisible, bien que l'intérêt des premiers chapitres ne s'y soutienne jamais. Il n'a d'ailleurs fait que suivre une veine essentiellement anglo-saxonne, emboîter de très loin le pas à Edgar Poe et Stevenson. Si on le compare à Jules Verne, l'humour, la vraisemblance, le pittoresque des personnages, la verve des développements et des péripéties sont uniquement du côté français. Monsieur Wells est un feuilletoniste frotté d'un peu de biologie et de physique, qui a dédaigné très tôt son rôle d'amuseur pour se croire investi de missions sociales, voire mystiques. Il ne pouvait naître et prospérer que dans un des deux peuples dont l'idéologie politique est la plus arriérée du monde, la France ou l'Angleterre. Il joue depuis toujours le prophète à longue échéance, ce qui n'engage à rien. Mais il se trompe immanquablement sur ce qui adviendra après-demain. Il a cru à Briand, à la démocratie allemande. Il croit au bonheur universel par les soviets et la société des nations. Sur le tard, il est venu au cinéma. Son premier scénario a des proportions d'un événement national. 20 millions mis au service du plus célèbre écrivain vivant de l'Empire. On ne peut se lancer dans une telle entreprise qu'à coup sûr, avec toutes les chances de succès. Ce succès donne une fière idée de l'esprit public d'un pays. On ne va pas se donner la peine de réfuter dans ce journal les idées de M. Wells, il suffit de les énoncer. Il place le début de son film en 1940 dans la ville d'Everytown, c'est-à-dire n'importe où. Nous avons aussitôt une apologie de la politique de l'autruche. Des bruits de guerre circulent. Les journaux demandent que le pays se tienne sur ses gardes. Le porte-parole de M. Wells en est indigné, ouvrez les guillemets. On crie au loup. Le loup finira par venir, fermez les guillemets. Il faudrait au contraire se boucher obstinément les oreilles. M. Wells, antimilitariste et fermement convaincu qu'en prévenant et dénonçant un danger, on l'aggrave et on le déclenche. Il ne doit jamais oser emporter de parapluie avec lui, dans la crainte de faire pleuvoir. Ces superstitions de vieille dame tiennent évidemment lieu de pensées politiques et d'arguments électoraux à quelques 40 millions d'insulaires. On nous montre aussi dans ce prologue un grand fauteur de guerre. C'est un monsieur jovial qui a donné à son petit garçon un tambour et un fort de carton-pâte pour ses étrennes. Comme le gouvernement d'Everytown a construit des canons anti-aériens, ces canons, nous suivons ici la logique propre à M. Wells, attirent l'aviation étrangère qui vient bombarder la ville et la détruire aux trois quarts pendant la nuit de Noël 1940. 30 ans après, l'Europe est toujours à feu et à sang. Everytown obéit à un dictateur militaire. Ce personnage est manifestement là pour séduire les sanctionnistes britanniques et symboliser le monstre Mussolini. La caricature, geste, discours est même d'une rare insolence. Le Duce, vêtu d'une peau de mouton, a conduit Everytown à la famine, au brigandage, à la fièvre errante, qui est une sorte de peste. Les chevaux, que l'on ne tombe plus, traînent les automobiles qui n'ont plus d'essence. Surviennent les sauveurs de l'humanité. Ils ne reconnaissent aucun chef, ils sont en communisme et en franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie scientifique. C'est la science qui assurera la paix. Elle permet de se battre à coups d'inoffensifs obus somnifères. Les hommes nouveaux, du haut de leurs avions géants, bombardent Everytown. La ville tombe en léthargie et se réveille un peu plus tard, communisée, franc-maçonne et heureuse. L'aviation a détruit le monde, elle le recrée. Ce n'est pas nouveau. Nous retournons aux sonores zozoteries de la légende des siècles, de Victor Hugo, au radotage claironné,
au chant du navire aérien de plein ciel. Ouvrez les guillemets. Où va-t-il, ce navire ? Il va de jour vêtu à l'avenir divin et pur, à la vertu, à la science qu'on voit luire, à la mort des fléaux, à l'oubli généreux, à l'abondance, au calme, au rêve, à l'homme heureux. Il va, ce glorieux navire, au droit, à la raison, à la fraternité, à la religieuse et sainte vérité, sans imposture et sans voile. Il a cette divine et chaste fonction de composer là-haut l'unique nation, à la fois dernière et première, de promener l'essor dans le rayonnement et de faire planer, ivre de firmament, la liberté dans la lumière. Fermez les guillemets. Le prophète Wells, personnage étrangement périmé, a pieusement collectionné les plus naïfs poncifs du siècle dernier. Le progrès indéfini, la vertu et la fraternité universelle par la machine. À la fin, en 1950, dans la cité idéale, il y a bien une mauvaise tête pour trouver que la vie automatique, parmi les maisons de 2 km de haut et les cars aériens, est devenue monotone. Il fait figure de méchant anarchiste. On lui répondra en envoyant des hommes dans la Lune pour élargir encore l'international du XXIe siècle. Il est bien fâcheux que les pensées de M. Wells aient continuellement encombré un spectacle qui aurait pu devenir amusant. Le vieux primaire anglais usurpe la vedette sur les affiches. Il n'a fourni qu'une phraséologie si lourde, si mécanique, qu'elle ennuie les niais presque autant que les hommes de bon sens. Je tiens de témoins immédiats qu'au cours des longs travaux dans les studios londoniens, M. Wells n'a pas été capable de fournir au réalisateur une seule indication précise, de tenter le moindre effort d'imagination. Quand on lui demandait quel serait l'aspect du monde dans 120 ans, ouvrez les guillemets, il y aura beaucoup d'avions et beaucoup de lumière dans les appartements. Fermez les guillemets. Le film jouait niaisement, mais comment pourrait-on incarner avec décence des allégories aussi stupidement inhumaines ? N'existe que grâce à quelques excellents truqueurs américains et à l'un des premiers photographes du monde, notre compatriote Georges Périnal. Ils ont habillé de leur mieux le vieux monstre romantique qu'on leur mettait dans les mains. Les scènes de panique et de destruction d'Every Town sont assez saisissantes. On ne s'est pas mis en grands frais d'imagination pour l'aspect physique de nos arrière-petits-fils. Ils ressemblent à des Romains de music hall, avec des shorts et une toge flottant sur des espèces d'ailerons de carton. Les vues de machines sont vite fatigantes ou enfantines. Un jeu de mécano agrandi, comme cette espèce de pieuvre qui transporte des plaques d'acier avec un suçoir semblable à une gigantesque cartouche de carabine Eureka. Vers la fin, autour du canon interplanétaire, il y a quelques images vraiment curieuses et assez grandioses où l'on ne sent plus la maquette et qui marquent un considérable progrès sur les inventions de Metropolis de M. Fritz Lang. Mais le dernier prêche de M. Wells écrase tout. C'est un film digne d'obtenir un grand succès dans les loges maçonniques du rite écossais, celui des vieux gentlemen au pacifisme un peu ramolli. Il doit mériter à M. Wells le titre de, ouvrez les guillemets, gardien du nom imprononçable, fermez les guillemets, ou tel autre du même acabit, s'il ne le possède déjà.